Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'aventure. 1. Pourquoi Halicarnasse? Il se trouve que le Club Med possède un village à Bodrum, qui se situe précisément sur les ruines d'Halicarnasse, cité antique. Il m'avait paru commode de choisir ce lieu, tel un SAS temporel, pour mieux entrer en harmonie avec la Grèce antique, non sans nous adonner aux joies de la plongée maritime dans le cadre du club, ainsi qu'aux jeux les plus divers, sans parler des soirées dansantes qu'aurait dû apprécier Léna. À la vérité, celle-ci commença par vigoureusement protester. Pour elle, le Club Med, symbole de la consommation touristique, était incompatible avec une approche à la fois écologique et philosophique de la civilisation grecque. J'eus le plus grand mal à la convaincre qu'il n'y avait là qu'une commodité pratique, qui ne compromettait pas l'objectif culturel de notre voyage. Mais l'arrivée dans la baie de Bodrum, face au château Saint-Pierre construit par les chevaliers de Rhodes, tout rayonnant des derniers feux du soleil couchant, l'impressionna tant qu'elle en perdit ses réticences. La Galante, une fois mise en lieu sûr dans le port, et les divers bagages installés dans nos bungalows respectifs, nous nous retrouvâmes à dîner en compagnie de Paul, qui nous attendait. Table heureuse, fort vin turc, ouverture et taquinerie réciproque. Paul s'intégra sans peine à notre petite communauté d'argonautes en mal de toison d'or. J'appris alors que mon très cher patron d'usine avait eu des parents professeurs de philosophie, d'où il lui était resté une étonnante finesse intellectuelle, et bien des attentes inassouvies. Notre 7e larron était certes un industriel, mais un industriel en mal de spiritualité. Aussi ne fus-je pas étonné de l'entendre soudain en fin de soirée, poser la question cruciale propre à nous enthousiasmer ou à nous dégriser. Au fait, que venons-nous faire ici à Halicarnasse? Visiter le mausolée, tu le sais bien. Oui, mais dans quelle optique? D'où est venu ce projet? Quelle question? Je me sentis incapable de répondre sur le coup. Nous venions en effet visiter le tombeau du roi, Mausolée, ou plus exactement ses ruines fantomatiques, comme tant de touristes l'avaient fait avant nous. Nous venions nous immerger dans l'univers méditerranéen, comme tant de voyageurs fuyant les métropoles européennes pour des cieux plus cléments. Nous venions plonger dans la vivante antiquité, comme tant d'amateurs lettrés en quête d'héritage culturel. Certes. Mais quoi encore? Et pourquoi Halicarnasse? Des 7 merveilles du monde, il demeurait ailleurs des traces bien plus monumentales, notamment en Égypte, où de plus vastes tombeaux avaient poussé pendant des siècles comme des champignons du désert, je veux parler des pyramides. Pourquoi avais-je fixé mon dévolu sur cet autre palais funèbre, devenu quasi inexistant, le mausolée d'Halicarnasse, dont il ne semblait rester que le nom? Eh bien précisément, à cause de ce nom lui-même. Dans ma représentation d'enfant rêveur, cette étrange expression avait quelque chose de somptueux et désolé qui m'intriguait. J'y voyais à la fois la figure d'un monstre fabuleux, dangereux mais fascinant, Halicarnasse, et je trouvais bien surprenant qu'on ait pu ériger en merveille la demeure d'un mort, à une époque où tant d'édifices magnifiques étaient construits pour y faire rayonner les plus glorieux des vivants. Était-ce le caractère tragique des édifices funéraires qui les rendait plus grandioses et plus beaux? Ou bien encore, par-delà le désir d'immortalité des puissants, fallait-il penser que la nature, se jouant des peurs humaines autant que de leurs mesquines espérances, avait le grand art de transformer sans cesse la mort en vie, le néant en beauté et l'apparent non-sens de l'existence en harmonie suprême? C'est de tout cela, je crois, que dès mes premières heures de petit homme interrogeant le monde, je voulais avoir le cœur net. Naturellement, je n'en dis rien à mes comparses. Je me contentais de faire état d'une assez basse curiosité, que j'entendais plus ou moins leur faire partager. Je trouve surprenant, dis-je, que Mausolée, ce simple roi gouverneur d'un petit état d'Asie mineure, ait réussi à se faire aimer à la fois de sa sœur et de sa femme, et ce, au point qu'elle lui fasse construire ensemble un tombeau d'une si grande renommée. En outre, lorsque j'ai appris que cette sœur et cette épouse ne faisaient qu'une seule et même personne, j'en ai été si ahuri que je me suis promis d'aller voir cela de plus près. Et voici pourquoi nous irons tous les 7, dès demain, enquêter ensemble sur cette étrange fable et sur le monument qui en témoigne. La fermeté de mon discours, qu'un grand silence avait espéré, sembla édifier mes amis qui m'applaudirent. Rendez-vous fut pris pour l'escapade prometteuse sur les ruines de la merveille. La nuit serait propice à tous les rêves.
2. La découverte. Que cherchions-nous au juste? Je ne le savais pas trop, tout en me sentant sur la voie de quelques vérités universelles. Comme toute chose en ce monde, ce qui allait nous arriver pouvait-il être autre chose que le fruit du hasard et de la nécessité? En nous rendant sur les ruines du tombeau de Mosol, ou plus exactement sur les ruines de son emplacement, nous n'ignorions pas qu'il n'en restait pratiquement rien, tant sont vagues les restes de cette lointaine époque. De ci de là, subsistaient les vestiges de divers murs et des sortes de cryptes ouvrant sur des galeries incertaines, dans lesquelles il convenait de ne s'aventurer qu'avec la plus extrême précaution. Mais il était hors de question de faire quelques trouvailles archéologiques. Des spécialistes étaient passés là bien avant nous. Il nous suffisait, face au spectacle qui s'étendait sous nos yeux, de nous perdre en imagination dans l'immensité des temps anciens, de redevenir contemporains d'un monde peuplé de temples et d'harmonieuses cités, d'y retrouver les sources d'une pensée vivante dont nous étions les héritiers. Gravir ces lieux nous donnait paradoxalement le sentiment de rajeunir. Nous revivions le contexte, le climat originel, l'Orient fécond qui avait présidé à des siècles d'histoire et de culture, qui suffirait à illustrer pleinement ce curieux concept que nous nommons parfois l'Homo sapiens. Nous étions sous le charme des bosquets méditerranéens, des roches calcaires ocrées par le soleil, des senteurs de plantes qui portent en elles le souvenir du paradis terrestre, le tout agrémenté de quelques cris d'oiseaux qui tranchaient sur le murmure des grillons ou autres insectes. L'écrasant soleil, dont seul nous préservait la descente dans de rares galeries ou l'ombre de quelques pans de murs élevés, ne nous empêchait nullement de goûter la poésie des ruines, ces machines à remonter le temps, sans parler de la moisson de souvenirs que nous avions déjà ramenés en 2 jours, pierres aux formes étranges, carapaces d'insectes, fleurs et brindilles, y compris ces coquillages que l'on trouve un peu partout sur le littoral de la mer Méditerranée, dont la côte était jadis bien plus haute que de nos jours. Sans doute aurions-nous pu, en fouillant le sous-sol riche en vestiges paléolithiques, découvrir des objets plus scientifiquement intéressants que ceux que nous glanions en surface. Mais il était interdit de fouiller, et d'ailleurs, nous nous plaisions le plus souvent à redéposer les vestiges que nous ramassions, après les avoir retournés, palpés et admirés. Notre seul désir était de reconstituer mentalement ce qu'avait pu être la vie des citoyens d'Halicarnasse, sous le gouvernement du satrape Mosol, entre le règne de Philippe de Macédoine et l'apogée de son fils, Alexandre le Grand. Le 3e jour, alors que Léna commençait à trouver le temps long, c'est sa mère Michaela qui créa l'événement. Au cours d'une incursion dans une ouverture, sous un tas de roches éboulées, son attention fut attirée par un renflement qui lui parut anormal au bas de la galerie. Peu soucieuse des interdits, et sans nous consulter, elle n'hésita pas à dégager 2 ou 3 pierres avec son opinel et eut la surprise, une fois ces pierres enlevées, de découvrir une niche assez profonde où trônait un objet en bois desséché. C'était une sorte de coffret qui, apparemment, avait fort bien résisté aux intempéries et aux insectes rongeurs. Avec fierté, elle nouait là en brandissant sa découverte, sans songer qu'elle se trouvait en infraction avec la loi pour avoir gratté le sol. Le mal étant fait, il ne nous restait plus qu'à en tirer profit. D'abord, examiner le fond de la niche avec nos lampes électriques à la recherche d'indices complémentaires, mais celle-ci ne révéla nul autre objet, ni rien qui puisse expliquer la fonction du coffret. Ensuite, nous concentrer sans trop de hâte sur cette bizarre pièce de bois qu'une serrure maintenait encore close après tant de siècles. Était-elle authentique? Qu'allait-on bien pouvoir découvrir à l'intérieur? Plutôt que de l'ouvrir nous-mêmes, ne devions-nous pas la remettre telle quelle aux autorités locales? Mais celles-ci, pensions-nous, risquaient de la laisser végéter des années dans leurs archives, en pure perte pour l'histoire et pour la science. Bref, un risque à ne pas prendre. D'autant que notre curiosité était vive. L'autre risque, évidemment, c'était d'endommager le coffret en brisant le bois. Aussi fut-ce avec d'infinies précautions que, rentrés au logis, nous tentâmes de faire jouer le mécanisme d'ouverture de la boîte, lequel céda finalement sans trop de peine, et nous constatâmes qu'à l'intérieur se trouvait non pas un bijou mais un petit rouleau de parchemin sur lequel on pouvait voir tracer quelques lignes manuscrites. Annick saisit le parchemin, en craignant qu'il ne s'effrite, le déroula lentement. C'était un texte apparemment en grec, d'une écriture fine et serrée, si harmonieusement disposée dans la page, qu'on eût dit un poème. C'est sans doute l'indication de l'endroit où se trouve un trésor, s'empressa-t-elle de dire. J'y vois plutôt un testament,
dit Georges avec réalisme. Ne se trouve-t-il pas placé dans un lieu funéraire sur les ruines même du mausolée? Le roi Mosol aurait donc fait un testament? Ironisa Michaela. Pour préciser auquel de ses héritiers reviendraient ses pouvoirs et ses biens? Pour moi, c'est une poésie, avec des vers qui ont des rimes. Marcos, le texte en main, se demanda à première vue s'il ne s'agissait pas plutôt d'un texte politique, tandis que Paul fit l'hypothèse de mémoire s'adressant à la postérité. Pour ma part, je n'excluais pas l'idée d'un message philosophique abandonné là longtemps après la mort du roi Mosol, dans cette partie de l'Asie mineure qui avait vu fleurir tant d'écoles et de penseurs au fil des siècles de l'Antiquité. Comment savoir? Il fallait traduire. Pour cette mission délicate et risquée, Marcos nous parut tout désigné. Celui-ci hésita, estimant que le grec ancien était presque pour lui une langue étrangère. Mais devant notre impatience, ému par sa propre curiosité, il finit par accepter la périlleuse mission auquel le sort semblait l'avoir voué. C'est un challenge, dit-il en riant de son propre anglicisme. 3. Le message. 2 heures plus tard, à l'heure où la soirée adoucit l'atmosphère, tous en cercle autour de Marcos, nous attendions fébrilement qu'il achevât sa rédaction. Il nous avertit que bien des termes classiques, ayant changé de sens, lui avaient compliqué la tâche. Mais à l'aide d'un lexique de fortune, il nous avait bricolé une version en français quasi poétique, sic, au risque de commettre quelques anachronismes en se laissant griser par les mots. Il prit alors la parole, préférant nous lire à haute voix son brouillon, non sans hésiter encore sur quelques tournures. Ce n'était pas vraiment un texte politique. Pas davantage un poème. Ce n'était ni une confession personnelle, ni un testament authentique, ni un traité de philosophie. Mais peut-être un peu de tout cela, comme on en jugera par cette esquisse de traduction. Ô vénéré Mosol, je viens ici, moi, Xénon d'Halicarnasse, ami de la sagesse, comme tu me l'as demandé toi-même selon tes dernières paroles, te livrer le fruit de mes années de réflexion sur l'être. Puisse ton âme, dans la paix de l'au-delà, méditer sur le sens de la vie que tu viens de quitter, et t'en ressouvenir avec joie au royaume des morts. Admirateur du grand Pythagore, qui nous a révélé l'harmonie, les dieux fassent qu'ils reposent en paix, et disciple de notre cher Socrate, qui m'a fait comprendre ce que c'est que connaître et ce que c'est qu'être homme, je sais maintenant combien est simple la vérité, aux yeux du cœur qui voit la sagesse. Elle est, tu t'en souviens, nous l'avions pressenti, tout entière dans cet adage qu'aucun penseur ne saurait épuiser. Connais-toi toi-même. Connais en toi ta capacité de connaître. Elle constitue ta nature, c'est par elle que tu es. Connais en toi et autour de toi la nature qui te maintient dans l'être. C'est en elle et par elle que tu peux aller, venir, vivre et penser. Connais ta relation à toute chose, et prends-en la mesure. Connais les limites dans lesquelles la nature t'invite à te choisir, en accomplissant ce qu'elle attend de toi. Ô homme doté de connaissances, ta pensée, et elle seule, te fait libre. Étonnamment libre, mystérieusement libre. Grand Mosol, voici que mon âge m'invite à te rejoindre. Bientôt je partirai pour les vastes enfers dont on pense ne pas revenir. Puissions-nous alors nous retrouver au sein de l'Élysée, parmi les âmes vertueuses, et deviser sans fin sur notre humaine condition, dans l'attente peut-être en d'autres temps de renaître au séjour des vivants s'il plaît à la nature. Inutile de dire qu'un silence médusé suivit cet étrange message. Cela nous paraissait à la fois très antique et très moderne, au point qu'on eût pu suspecter Marcos d'y avoir mis du sien. Puis, en rafale, les réactions fusèrent, la première à ouvrir le débat n'étant autre que Léna, notre fraîche bachelière. Mais, dit-elle, il a inventé le « je pense donc je suis ». Comment cela? Dire « tu es par ta capacité de connaître », c'est dire « tu es par ta pensée ». C'est ta pensée qui te fait toi-même. Dans ce cas, il anticipe aussi sur Pascal et son roseau pensant. C'est par la pensée et elle seule que l'homme est grand. Oui, mais Xénon ajoute à cela la liberté. Je connais et je me connais, je mesure mon pouvoir, je me choisis et m'accomplis. Je pense donc je suis libre. Certes, mais ce qu'il dit de la nature modère singulièrement la liberté humaine. C'est elle qui décide de son être, elle qui l'enserre de limites, elle qui lui permet de s'accomplir en attendant de lui que ce à quoi il est destiné. Oui et non. Peut-être veut-il dire qu'il appartient à notre nature d'inventer notre nature. C'est en cela que nous sommes mystérieusement libres.
J'y retrouve un écho de Tartre disant « Nous sommes condamnés à être libres ». Un écho ? Ou une anticipation ? Il n'empêche. Une liberté bridée par la loi naturelle est-elle encore une liberté ? Invoquer la mesure, n'est-ce pas un moyen d'interdire toute audace ? En même temps, j'oserais dire que l'énormité du mausolée pour recueillir la dépouille d'un modeste roi a quelque chose de démesuré qui contredit directement la philosophie de Xénon. J'imagine que celui-ci en a fait le reproche à Mosol, lorsqu'il l'a rejoint outre-tombe, n'est-ce pas Jean-Pierre ? C'était à moi que s'adressait cette interpellation, savamment dosée par l'ami Paul. Allais-je renier ce mausolée que j'admirais, au nom du message même qu'il avait contribué à nous transmettre ? Je fis remarquer à mes compagnons que ce n'était pas Mosol lui-même qui avait orgueilleusement voulu reposer dans une telle sépulture, ce qui eût été effectivement péché contre la mesure. Et que ce reproche pouvant également s'adresser à bien d'autres monuments funéraires que nous admirions tous, nous devions nous demander si nous admirions en eux la folle prétention d'individus épris de gloire posthume, ou l'expression à travers leur cas particulier d'un hommage rendu par la grandeur du génie humain à la grandeur de la nature, une nature d'ailleurs que nos artistes ne cessent d'imiter. Mon propos ne paraissant pas d'une évidence foudroyante, je repris. Les 7 merveilles du monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.